Alors évidemment, on va parler beaucoup de la guerre en cours actuellement en Ukraine et des conséquences que ça peut avoir sur le court et sur le long terme pour nous, pour le monde et pour l'avenir. Je suis militant actif depuis de longues années. En ce qui concerne ce que je vais vous dire de manière plus précise sur le conflit en cours et sur comment ça fonctionne, la guerre aujourd'hui, et sur les moyens de s'y opposer, je tiens à préciser, ça a été évoqué, que je fais partie de réseaux militants qui, par exemple, pour ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, ont des contacts suivis depuis 30 ans. Et en ce qui concerne la période récente, j'étais avec des Russes il y a 8 jours, et j'étais en contact avec des Ukrainiens dans le train en arrivant. Bien que je ne parle ni russe ni ukrainien, je suis quand même relativement informé et au courant de ce qui se passe et des différentes forces qui agissent sur le terrain ou qui essaient d'agir. Alors, d'abord, je vais faire un peu d'histoire et de géographie. Il faut toujours faire un peu d'histoire et de géographie pour parler de ce conflit de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est grand comme la France. C'est 40 millions. On ne sait pas très bien combien il y a d'habitants aujourd'hui. Non, mais c'est un sujet intéressant. Comment ça se fait qu'on ne sache pas très bien combien il y a d'habitants aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que on ne sait pas très bien. Je parle d'avant qu'il y ait des réfugiés. Les statistiques hésitent entre 40 et 44 millions avant la guerre. Parce qu'on ne sait pas très bien combien il y a d'émigrés à l'extérieur de l'Ukraine. Je précise tout de suite, ça c'est une caractéristique de tous les pays d'Europe centrale et orientale. Il y a des pays, alors si vous regardez dans les classes d'âge par exemple, Russie comprise, vous vous apercevez qu'il y a des déficits énormes des gens entre 25 et 35 ans. Parce que, pour des raisons économiques principalement, ils quittent les pays pauvres d'Europe centrale et orientale et ils s'installent dans les pays riches d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Évidemment, depuis, il y a la guerre et il y a 12 millions minimum de personnes déplacées. Ce qui est une quantité tout à fait gigantesque. Personnes déplacées, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Ukraine ou à l'extérieur. Ici, vous avez Kiev. On dit Kiev en ukrainien, Kiev en russe. Ici, vous avez Kharkov. On dit Kharkiv en ukrainien, Kharkov en russe. Et ici, vous avez Odessa. On dit Odessa en ukrainien et Odessa en russe parce que c'est un mot grec. Odessa. Odyssée, Ulysse. Vous avez donc la Pologne, la Biélorussie ou le Bélarus, comme vous voudrez, la Fédération de Russie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, et ici la petite Moldavie, et ici la Crimée, ici la région qu'on appelle le Donbass. Bon, ça c'est assez connu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est autre chose. Un des débats, ce n'est pas du tout un débat spécifique à la question ukrainienne, c'est un débat qu'on trouve dans beaucoup de conflits. C'est la mise en cause, la question de est-ce qu'il y a une nation ukrainienne. Je vous rappelle que pendant la guerre d'Algérie, que d'ailleurs en France on n'appelait pas la guerre d'Algérie, c'était interdit d'appeler la guerre d'Algérie, on appelait ça les événements d'Afrique du Nord. Aussi on n'a pas le droit d'appeler la guerre d'Ukraine la guerre d'Ukraine, on l'appelle l'opération spéciale, mais ce n'est pas une invention des Russes. Pendant la guerre d'Algérie, on expliquait qu'il n'existait pas de nation algérienne. Dans le discours, disons, de Poutine, on explique qu'il n'y a pas de nation ukrainienne. Il y a eu un État ukrainien féodal, pendant plusieurs siècles, qui a disparu au XIIe siècle, qui s'appelait la Russe, avec comme capitale Kiev. Kiev, c'est sur le très gros fleuve Dniepr, là, c'était le seul pont, le seul endroit où on pouvait traverser le Dniepr. Et le Dniepr, aujourd'hui, il y a des endroits, ça fait 40 km de large lorsqu'il y a des barrages. C'est pas une grosse séparation. Ensuite, il s'est passé évidemment plein de choses.
Pendant que se développe à partir de Moscou ce qui va devenir la Russie moderne, la zone qui est aujourd'hui l'Ukraine est occupée pendant plusieurs siècles par les Polonais lituaniens, je ne rentre pas dans les détails, qui seront remplacés plus tard par les Austro-Hongrois, l'Empire austro-hongrois, puis de nouveau par les Polonais, les Tchécoslovaques, les Hongrois et les Roumains. Ce qui fait d'ailleurs que toute cette zone-là n'est ukrainienne, politiquement, que depuis 1945. Ça, on le sait à peu près. Ce qu'on oublie toujours, c'est que toute cette zone-là, jusqu'au XVIIIe siècle, est occupée par les Ottomans, avec une importante population tatare, dont il ne reste que des traces, parce que les Tatars ont subi un génocide, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'au XVIIIe siècle, Catherine II, l'impératrice de Russie, a conquis toute la zone, dont la Crimée, toute la zone du sud, qu'elle a appelée elle-même, Catherine II qui était une princesse allemande au passage, qu'elle a appelée elle-même la Nova Russia, la Nouvelle Russie. Et elle a créé le port d'Odessa. C'est à l'époque de Louis XV. Donc c'est pas très ancien. Et puis, par la suite, les tsars ont avancé un peu plus loin vers l'ouest, dès Catherine II. Il y a eu donc tous les aléas que j'ai expliqués pendant les deux guerres mondiales. Il y a eu la constitution de l'Ukraine dans ses frontières en tant que partie prenante de l'Union soviétique en 1922. Enfin, en 1922, ça s'arrêtait là. Mais en 1945, ça prend tout ça. Avec un détail, c'est que la Crimée, qui faisait partie de la Russie, a été rattachée à l'Ukraine en 1954 seulement. On ne parle jamais du fait que là, au sud, c'était des populations russophones, ukrainophones, mais aussi turcophones et hellénophones, parlant grec. Mariupol, Sébastopol, Simferopol, ce sont des noms grecs. Paul, c'est polis, la ville en grec. Ça explique un peu la diversité de l'Ukraine. Il y a eu aussi, c'est quelque chose que le nationalisme ukrainien revendique souvent, dans le centre ici, des pouvoirs locaux forts, on appelait avec des chefs cosaques, qu'on appelait les hetmans, qui ont constitué au XVIIe, XVIIIe siècle des entités plus ou moins indépendantes. Vous regardez la situation de n'importe quel État d'Europe centrale, vous allez avoir des histoires de même genre. Les frontières qui flottent, les populations qui se mélangent, des situations où on ne parle pas la même langue dans la campagne et dans la ville. On trouve ça en Roumanie, en Pologne, dans toute la région à l'époque, dans les pays baltes. En 1917, ça c'est intéressant parce qu'on est déjà beaucoup plus proche de nous, mais surtout, il y a la création d'un État ukrainien moderne, indépendant. La République populaire d'Ukraine, avec comme capitale Kiev. Mais à l'époque, c'est la guerre civile, il y a 5 armées différentes qui se battent entre elles. Ce qui est assez frappant, c'est que les principales armées se réclament toutes, d'une certaine ukrainité. Vous avez les Allemands, l'armée impériale allemande, qui met en place un gouvernement ukrainien à Kiev, pas un gouverneur allemand, un gouvernement ukrainien, soutenu par les Allemands. Vous avez les nationalistes ukrainiens, dirigés par un type qui s'appelle Petlura, qui se battent au nom de la République populaire d'Ukraine. Vous avez les bolcheviks, qui créent une République socialiste d'Ukraine à Kharkiv, pas partie de la Russie, ils disent, et un parti communiste ukrainien distinct du parti communiste russe. On est en 1919. Vous avez ici, dans l'ancienne zone des Atamans, l'armée anarchiste, 100 000 hommes quand même, de Nestor Makhno, qui est une armée paysanne ukrainienne. En fait, la seule armée qui n'est pas ukrainienne, c'est l'armée tsariste, les armées tsaristes d'ailleurs, parce qu'il y en a deux, qui sont soutenues par les Anglais et les Français, surtout par les Français. Mais à la fin, je le fais bref, à la fin, c'est l'armée rouge qui gagne, et l'Ukraine va se retrouver entièrement dans l'Union soviétique, dont elle est une composante fondatrice. À l'époque, donc en 1922, la langue officielle de la République socialiste soviétique d'Ukraine est l'ukrainien. Et le pouvoir soviétique défend l'ukrainien comme langue. Bien entendu, ce n'est pas la langue de tous les gens qui habitent en Ukraine, ça ne l'a jamais été, mais défend l'ukrainité de l'Ukraine, si je puis dire. Ça remis en cause
dans les fêtes sous Staline, avec en particulier ce qu'on appelle l'Holodomor, c'est-à-dire un véritable génocide des paysans qui fait, on ne sait pas très bien, 1 million de morts, 2 millions de morts, beaucoup, quoi, et qui sévit dans toute cette zone-là. Mais néanmoins, en 1945, Staline obtient des alliés que l'Ukraine soit membre fondateur des Nations Unies, différent de l'Union soviétique. Donc symboliquement, l'Ukrainité est affirmée. Elle est un peu niée dans les faits, mais elle est affirmée par le pouvoir soviétique. Quand on dit l'Ukraine ça n'existe pas, mais enfin ça quand même. Mais c'est quoi l'identité ukrainienne? Alors, un des marqueurs de l'identité, en général, on trouve deux marqueurs. Le marqueur confessionnel, je dis confessionnel parce que c'est pas la même chose que religieux, parce que ça n'a rien à voir avec la foi que vous avez, ça a à voir avec la structure bureaucratique religieuse dont vous dépendez. Bon. Donc, en Europe, c'est extrêmement fort. Hein. La frontière des cantons suisses a été déterminée par la différence entre protestants et catholiques, par exemple. Pas par la différence entre allemands et français. Hein. Eh bien, la question religieuse n'est pas très importante en Ukraine, parce que l'immense majorité des gens se réclament de l'orthodoxie. Alors, je ne rentre pas dans les détails, parce que dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Simplement, dans cette zone-là, c'est toujours les orthodoxes, sauf que c'est les orthodoxes rattachés à Rome, depuis le XVIIIe siècle. Donc considérés comme des traîtres par les autres. Mais ce n'est pas la question religieuse, c'est tout à fait secondaire. La question linguistique, la langue ukrainienne, comme d'ailleurs plein de langues, le tchèque, le grec, le breton, sont fixées au XIXe siècle. Soit par des États, soit même avant des États par des intellectuels. C'est le cas de la langue ukrainienne qui est fixée au XVIIIe siècle, surtout dans cette zone-là, hein, dans la zone de l'Ouest, avec le grand poète Taras Shevchenko, qui est considéré comme le grand poète qui écrit en ukrainien. Bon. Donc il y a une langue ukrainienne qui est reconnue, qui est fixée, qui a sa grammaire, qui est assez différente du russe. La différence est de l'ordre de la différence entre français et italien. Maintenant, quand on voit la situation en 1991, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, quelle langue parlent les gens? On était dans l'Union soviétique, tout le monde comprend le russe. Mais combien de gens considèrent le russe comme leur langue maternelle? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que dans la zone de l'Ouest, la grande majorité des gens sont d'abord russophones et quelquefois ne parlent pas ukrainien du tout. Quand on va vers l'Ouest, la majorité des gens sont ukrainophones, mais comprennent le russe, contrairement à l'Ouest. On a donc, en gros, 60% d'ukrainophones, 40% de russophones, et 40% en plus qui parlent un mélange des deux, que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin il y a un mot d'argot. Et en réalité, moi j'ai pu l'expérimenter, en général les gens mélangent. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre. Quand on fait de la politique, ou de la grande politique, ou de la philosophie, on le fait en russe. Quand on s'échange des recettes de cuisine, on le fait en ukrainien. Bon, par exemple, quand il y a eu la révolution de Maïdan en 2014, la moitié des discours, y compris par les nationalistes ukrainiens, étaient en russe. Parce que spontanément, c'est la langue de la politique. Les 2/3 des livres publiés à Kiev en 2014 sont en russe. Mais en même temps, la majorité de la population considère que la langue du pays, c'est l'ukrainien. Officiellement, il y a 3 langues officielles en Ukraine. Il y a l'ukrainien, l'Ukraine indépendante, il y a l'ukrainien, il y a le russe et il y a le roumain. Et on tolère le hongrois dans certaines zones. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens se sentent ukrainiens ou russes? C'est encore un autre problème. Là, on a des statistiques. Parce que dans l'Union soviétique, comme dans l'ancienne Yougoslavie, comme dans pas mal de pays de la région, la notion de citoyenneté et la notion de nationalité sont distinctes. La citoyenneté, c'est automatique, vous êtes en Union soviétique, vous êtes citoyen soviétique. La nationalité, c'est un choix personnel qui peut entraîner des droits, par exemple, d'imposer un cours de langue dans votre langue maternelle à l'école primaire. Donc on demande aux gens de quelle nationalité vous êtes. Donc 77% des gens se déclaraient ukrainiens, 17% russes, 1% roumains ou moldaves,
1% juifs, et puis il y avait des Tatars, des Biélorusses, des Hongrois, tout un tas d'autres nationalités reconnues, des Grecs. Mais donc on a 17-18%, à l'époque la Crimée est dans l'Ukraine, hein, et dans la statistique. On a 18% des gens qui disent « moi je suis russe ». C'est-à-dire une minorité, ou une petite moitié des gens qui sont par ailleurs russophones. Ça veut dire que russophone et russe, c'est deux choses différentes. Il faut être russophone et se considérer comme ukrainien. Je donne un exemple très connu. Le président Zelensky ne parlait pas un mot d'ukrainien quand il était jeune, et est un russophone de langue maternelle. Mais il s'est toujours considéré comme ukrainien. La division, c'est pas la langue, c'est plutôt politique. Alors, on a un autre indice qui permet de voir les différences, c'est quand il y a l'indépendance de l'Ukraine au moment de la chute de l'Union soviétique. Il y a un référendum pour accepter ou non l'indépendance. À l'échelle de l'ensemble de l'Ukraine, 91% des gens disent qu'ils sont pour l'indépendance. Alors, si on regarde de plus près, c'est 95-98% à l'ouest, c'est 80% dans le Donbass, et c'est 50% seulement en Crimée. Et en Crimée, la majorité des russophones ne se considèrent pas comme russophones ukrainiens, mais comme russes. On voit déjà, on a un patchwork compliqué, mais qui, là encore, n'est pas du tout une spécificité ukrainienne. Je pourrais vous raconter en détail l'histoire de la Tchécoslovaquie, ou les histoires yougoslaves, l'histoire de la Grèce qui enfouit sa diversité sous le tapis, l'histoire de la Turquie qui a fait pareil, et vous vous apercevrez qu'on a toujours surtout dans les anciennes terres d'empire, comme ça où les gens circulaient, des situations d'identité variables, variées et évolutives. Quand l'Union soviétique s'effondre, les pouvoirs en place décident de faire s'effondrer l'Union soviétique. Ce n'est pas une décision américaine ou européenne, c'est une décision de la direction politique russe, avec Boris Yeltsin, et de la direction politique ukrainienne. Ils décident de dissoudre l'Union soviétique en appliquant d'ailleurs ce qui est dans la constitution soviétique, le droit à la sécession des républiques constitutives. L'Ukraine se déclare indépendante. En Russie, comme en Ukraine, comme dans d'autres pays de l'Union soviétique, ça se passe pacifiquement. Ça ne se passe pas du tout pacifiquement dans le Sud-Caucase, mais par contre, ça se passe pacifiquement, ni au Tadjikistan, mais en dehors de ça, ça se passe relativement ou totalement pacifiquement, en Ukraine totalement pacifiquement. L'économie s'effondre et la société s'effondre, en Russie et en Ukraine. Parce qu'on passe d'un seul coup d'une économie administrée soviétique qui marchait de plus en plus mal à un Far West total dans lequel un certain nombre de gangsters, souvent appuyés par des compagnies multinationales ou des banques européennes ou américaines, s'emparent de tout ce qui est valable dans l'économie. C'est ce qu'on appelle les oligarques. Donc il y a un système de pillage, il n'y a pas d'autre mot. Tout ce qui est rentable est pris par quelques-uns. Certains de ces quelques-uns sont des anciens dirigeants du Parti communiste, d'autres pas. Il y a quelques aventuriers qui tirent leur épingle du jeu. Et il y a un effondrement qui a des conséquences dramatiques, surtout dans certaines couches de la population. Et en particulier, là, au Donbass. Pourquoi c'est beaucoup plus grave au Donbass qu'ailleurs? Le Donbass, c'est une Lorraine multipliée par 10, c'est charbon-acier, c'est le cœur du cœur de l'industrie lourde soviétique. C'est un lieu symbolique. Les mineurs, par exemple, le club de foot de Donetsk s'appelle Shakhtar. Shakhtar, ça veut dire mineur. Stakhanov, le super-héros du travail soviétique, c'est un mineur du Donbass. Donc les ouvriers, métallurgistes et mineurs du Donbass se considèrent comme l'aristocratie ouvrière de l'Union soviétique. Ils ne sont pas forcément très bien payés, ils ont des conditions de travail très difficiles, mais ils sont extrêmement fiers d'être le fer de lance de la grande Union soviétique. Et après la chute de l'Union soviétique, ils ne sont plus rien. Tout ce qui était rentable, tout est vendu à l'encan. Les oligarques s'emparent absolument de toute l'économie. Les retraites ne sont plus versées. C'est vrai en Russie comme c'est vrai en Ukraine. Et donc ces couches sociales-là, ailleurs en Ukraine, ailleurs en Russie, mais en particulier dans le Donbass, se trouvent complètement
dévalorisés, psychologiquement et physiquement. C'est la même chose en Lorraine chez nous, mais c'est beaucoup plus grave. Les effets sont beaucoup plus violents. Donc chez nous, ça donne le Front National. Mais... En plus, dans le Donbass, comme c'était la grande zone industrielle depuis les terres, la population vient de tout l'Empire. Ce n'est pas les paysans locaux simplement qui sont allés à la ville, hein. C'est absolument, ça vient de partout. Et donc, vous allez avoir une énorme nostalgie de la période soviétique dans toute une partie de la population, nostalgie qui est compréhensible. Parce que c'était quand même beaucoup mieux avant pour ces gens-là. Pour d'autres, c'était beaucoup moins bien avant, ils se sont mis plein les poches et ils sont au pouvoir. Mais avec une grosse différence, c'est qu'en Ukraine, le pouvoir est multiforme, il n'y a pas de pouvoir central fort. En Russie, surtout avec l'arrivée de Poutine, il y a un pouvoir fort et il y a les oligarques. Poutine est désigné en quelque sorte par les oligarques, mais Poutine développe une politique un peu à la Louis XIV, et les oligarques qui lui font de l'ombre sont tout simplement liquidés. En Ukraine, rien de ça. En Ukraine, il y a des élections relativement libres, non pas parce qu'elles sont truquées, mais parce qu'elles sont sous influence des oligarques. C'est-à-dire que les oligarques se payent, chaque oligarque a son parti politique, par exemple. C'est comme si vous aviez en France, ça ne peut pas arriver, bien entendu, un système où ça soit Bolloré ou Bernard Arnault qui domine tout. On dirait que quelquefois ça ressemble un peu à ça quand même. Mais là, c'est systématique. Si vous avez l'occasion de voir sur Arte le feuilleton qui a permis à Zelensky d'arriver au pouvoir, qui s'appelle Serviteur du peuple, vous avez une description qui est une caricature très juste, et pour les Ukrainiens, sur chaque personnage, ils mettent un nom, sur le pouvoir des oligarques. Parce que les Français ont vendu aux Ukrainiens, on ne vend pas grand-chose, mais on vend des trucs bizarres. Les Français ont vendu aux Ukrainiens la constitution de la Ve République comme un modèle. Donc les Ukrainiens ont acheté, ont pris une constitution de façon Ve République avec un gros pouvoir du président. Mais quand on regarde de près, les différents présidents, d'abord, il n'y en a qu'un qui a fait 2 mandats. Ils sont tous virés après un mandat par les électeurs. Et la raison principale pour laquelle ils se font virer à chaque fois, c'est qu'il y a une corruption totale, qu'on voit très très bien dans le film de Zelensky. Il y a une corruption généralisée et que les gens ont par-dessus la tête. La société s'organise dans la démerde, et quand elle peut dire non aux zozos qu'elle avait élus la fois d'avant, qui avait promis qu'il allait régler tout ça, eh bien elle le vire. Contrairement à la Russie, où là, évidemment, personne ne peut virer Poutine. Donc on a une situation dans la société ukrainienne où il y a une auto-organisation assez forte de la société, une liberté d'expression à peu près totale, une liberté d'association à peu près totale, modulo la corruption qui permet quand même de faire des choses pas très propres, une démocratie très imparfaite, complètement sous influence, et une situation économique pas très bonne. En Russie, pendant la même période, la situation économique s'améliore sous Poutine par rapport à ce qu'elle était sous Yeltsin, pour la majorité de la population. Pas pour toute la population, mais pour la majorité de la population. Aussi parce que, malgré tout ce qu'on peut dire, Poutine remet de l'ordre. Par exemple, le système éducatif était en train de s'effondrer, il le reconstruit. Le système de santé était en train de s'effondrer, il empêche son effondrement, Poutine. En Ukraine, une bonne partie du système de l'éducation est complètement privatisée pour le meilleur et pour le pire, plutôt pour le pire que pour le meilleur. Néanmoins, par exemple, une chose qui est peu connue, le code du travail d'Ukraine, jusqu'à aujourd'hui, est beaucoup plus favorable aux travailleurs, parce qu'il reprend des garanties formelles, mais dans les textes, du code du travail soviétique. Soviétique, ce qui n'est pas le cas en Russie. J'insiste là-dessus parce que ce que je veux dire, c'est que c'est le bordel en Ukraine, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est pas du tout le nazisme. Mais alors pas du tout. Bien sûr, il y a une extrême droite, qui est tout à fait identifiée, qui est essentiellement implantée dans l'extrême ouest, qui a toute une histoire, je ne vais pas vous raconter maintenant, ce serait trop long, qui atteint son maximum de pouvoir, d'écho, au moment juste avant Maïdan et juste après, puisqu'ils montent jusqu'à 10% des voix. Mais aux élections de 2019, les dernières élections, les 3 partis d'extrême droite font un front uni et ils ne font que 2% des voix. Il y a des pays où on en rêve. Par contre, il y a, comme ailleurs, une droite de la droite, qui, elle, est majoritaire.
Sauf que, comme les promesses sont jamais tenues, chaque dirigeant se fait virer. Alors, il y a aussi l'image, les pro-russes, pro-occidentaux. C'est une image en partie fausse, en partie vraie. Les gens de l'Ouest votent principalement pour ce qu'on appelle les partis orange. C'est-à-dire des partis qui se réclament de l'Occident. Et qui cherchent à se rapprocher de l'Occident. Et qui flattent, ce ne sont pas forcément des nationalistes eux-mêmes, c'est surtout des oligarques pourris, mais qui flattent l'Occident. Cela dit, ça n'empêche pas Yulia Tymoshenko, par exemple, une des leaders orange, ou Poroshenko, qui deviendra président de la République, de faire un tiers pour ses affaires personnelles, un tiers, voire la moitié de son chiffre d'affaires en Russie. Et puis, il y a ce qu'on appelle les pro-russes. Alors, il y a alternance. Alors, les pro-russes, ils sont implantés surtout dans l'Est, ce qu'on appelle les bleus. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle la révolution orange en 2005, qui est une révolte de la jeunesse contre la corruption récupérée par les oranges et qui amène les oranges au pouvoir après les élections. 5 ans après, ça a tellement déçu que l'électorat met les bleus au pouvoir. Yanukovych, qui va finalement s'avérer assez pro-russe, mais qui est tout aussi corrompu que les précédents, d'où la révolte de Maïdan. La révolte de Maïdan, c'est une révolte non pas contre la Russie, mais contre la corruption, mais dans laquelle l'extrême droite s'affiche pas mal. C'est pas du tout un coup d'État nazi, comme le dit Poutine. C'est un des soubresauts de la politique ukrainienne, avec, par rapport à 2005, le fait que l'auto-organisation de la société, qui est assez baroque, est beaucoup plus forte. Et profitant de Maïdan, Poutine met la main sur la Crimée par une opération commando et cherche à conquérir l'Est de l'Ukraine, en s'appuyant sur des groupes séparatistes, notamment à Louhansk et à Donetsk, qui ont une certaine base sociale, c'est pas seulement des fantoches, mais qui n'ont pas du tout la majorité de la population avec eux. À Kharkiv, ils échouent tout de suite, parce que là, il n'y a pas du tout de population avec eux. À Donetsk et à Louhansk, ils arrivent jusqu'à un certain point, d'autant plus que l'armée ukrainienne n'existe pratiquement pas, c'est un bordel total. Ce qui se passe en 2014 avec la Crimée et le Donbass, c'est que Poutine récupère la Crimée, soutenu par la grande majorité des Russes, mais perd l'Ukraine. À partir de 2014, les positions, disons, pro-russes, quand je dis pro-russes, je simplifie, mais pro-russes en Ukraine, ne sont plus du tout populaires, même chez les russophones. Mais Poutine ne s'en rend pas compte. Il croit que les russophones l'attendent comme le sauveur. Et on arrive à la situation actuelle où, profitant d'un contexte général, sur lequel on reviendra peut-être, dont en particulier l'échec total est un mot très faible, la déroute absolue de l'OTAN et surtout des Américains en Afghanistan, lui donne, et les problèmes qu'il y a en Europe occidentale, et les effets du Covid et tout ce qu'on veut, lui fait penser que c'est le moment. Il va pouvoir rentrer en Ukraine, en 3 jours ça sera plié. Et on a un phénomène assez rare dans l'histoire, mais je vais vous raconter une anecdote. Tous mes amis ukrainiens, je dis bien tous, dont la majorité seraient classés plutôt en France comme anarchistes, ou féministes radicaux, pas radicales en l'occurrence, s'engagent soit dans la défense armée, soit dans les organisations de défense civile. Tous, dans les 2 jours qui ont suivi l'attaque. C'est-à-dire on a une levée, un peuple en armes qui se constitue. Par ailleurs, c'est aussi une chose que Poutine n'avait pas vue, entre-temps, et pas par le peuple en armes, il s'est reconstitué une armée ukrainienne professionnelle, moderne et bien équipée, essentiellement par de l'assistance américaine et britannique, qui est tout à fait en capacité de résister, en tout cas de résister aux premières attaques de Poutine, et même d'écrabouiller dans l'œuf, il n'y a pas d'autre mot, l'opération aéroportée que Poutine voulait faire sur Kiev. Quand on a une guerre, ça vaut pour la plupart des guerres, on a toujours un peu le modèle de la guerre de 14, où on voit les grands impérialismes qui montent à la guerre et qui finissent par se mettre sur la gueule avec les résultats que l'on sait. Et on a donc l'impression que c'est une mécanique qui vient d'en haut tout le temps. Bon,
le déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas une mécanique qui vient d'en haut, c'est un problème national entre les Serbes et les Autrichiens, local. Mais il ne reste pas local parce qu'il y a des systèmes d'alliance, etc., et ça devient la guerre mondiale. Mais quand on regarde les guerres récentes, pour comprendre comment elles fonctionnent, il faut comprendre quel en est le mécanisme local qui fait que des milliers, des dizaines de milliers de personnes prennent des armes, se battent les uns contre les autres, etc. Ça vaut pour le Sahel, comme ça vaut pour l'Irak, comme ça vaut pour l'Ukraine. Il faut comprendre la dimension locale. Évidemment, quand il y a une guerre, surtout avec des mécanismes, avec la supposée deuxième armée du monde qui intervient, etc., évidemment, les puissances de la région, et a fortiori les très grandes puissances, ne restent pas indifférentes et vont s'impliquer, plus ou moins. Mais si on veut aller vers la paix, il faut aussi comprendre les racines locales de la guerre. Parce que les racines... c'est en oubliant les racines locales qu'on prépare la guerre suivante, en réalité. Qu'est-ce qui a fait que les Russes ont attaqué les Ukrainiens ? Et qu'est-ce qui a fait que les Ukrainiens ont résisté ? Les deux questions sont liées. Je voudrais dire encore deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui se passe dans les sociétés aujourd'hui, en Ukraine et en Russie. Donc en Ukraine, on a un gouvernement qui, si on voulait schématiquement lui donner une couleur politique, serait macroniste. Bon, c'est un gouvernement qui est arrivé là par hasard. Le parti serviteur du peuple de Zelensky, c'est parce qu'il a gagné les élections présidentielles, ils ont formé un parti présidentiel, c'est n'importe quoi. Il y a des opportunistes en tout genre, enfin bon. Avec une ligne, un consensus, disons, économique néolibéral, et un sentiment nationaliste pas très fort. Je veux dire, c'est pas leur sujet principal. Leur sujet principal, c'est nous, on est modernes, les autres qu'on a virés, qu'on a battus aux élections, c'est-à-dire Poroshenko, etc., sont archaïques. Il y a une opposition de droite beaucoup plus nationaliste. Je ne parle pas de l'extrême droite. Il y a une opposition de droite beaucoup plus nationaliste. Il y a une opposition d'extrême droite ultra-nationaliste et anti-russe qui n'est plus à l'Assemblée, mais qui est dans la rue, qui existe dans la société, surtout à l'Ouest. Il y avait des partis ouvertement pro-russes qui ont été interdits. Il y a eu très peu de protestations contre les interdictions, parce qu'en fait, ils ont perdu leur base. On a vu d'ailleurs, par exemple, le maire de Kharkiv, qui faisait partie de ces partis pro-russes, de ce qu'on appelle le parti des régions, puis le parti pour la vie. Dès le premier jour de l'invasion, il était sur les barricades de sa ville pour lutter contre les Russes. Et puis, il y a une gauche. Le mot gauche est compliqué parce que dans les pays ex-soviétiques, quand on dit gauche, on pense tout de suite à l'ancien régime, et ça a plutôt mauvaise presse, même s'il y a des nostalgiques, qui sont en général des vieux, des retraités, des pauvres, qui sont nostalgiques. Mais en même temps, elle est très visible quand on va en Ukraine. C'est d'abord une organisation importante de la société civile, en particulier des groupes féministes, et des syndicats. En ce moment, là, au moment où je vous parle, il y a des grèves dans les mines de charbon d'Ukraine. J'ai encore eu des informations ce matin sur les grèves dans les mines de charbon d'Ukraine, contre la corruption des dirigeants des mines. Alors que la grève, c'est la loi martiale, la grève est interdite, évidemment, en Ukraine, en temps de guerre. Et les mineurs en grève, ils font partie du KVPU, le syndicat indépendant, ils ne disent pas du tout qu'il faut arrêter la guerre. Alors, les dirigeants du syndicat sont au front. Mais ils disent que la droite libérale profite de la situation pour faire passer des lois antisociales et pour combattre les travailleurs, et qu'il ne faut pas les laisser faire. Et des anarchistes, qui sont aussi assez forts dans les syndicats, pas très forts non, mais assez forts dans les syndicats. Des anarchistes qui se réclament, même si c'est tout à fait notre histoire, de la tradition anarchiste de 1919. Et pour le moment, en dehors de ces luttes politiques et sociales qui ont lieu, qui ne disparaissent pas avec la guerre, il y a une union sacrée. C'est-à-dire, il n'existe pas en Ukraine de forces qui disent qu'il faut arrêter la guerre. Parce que la logique, c'est on se défend, quand les Russes arrêteront, on verra. Alors, côté russe, d'abord, évidemment, le niveau de répression, je vous ai dit, les mineurs ukrainiens, ils peuvent se mettre en grève, ils n'ont pas l'armée qui leur tombe dessus tout de suite, alors qu'on est en guerre. Côté russe, il y a évidemment la répression. D'abord, la répression poutinienne, c'est pas exactement la même chose que la répression sous Staline.
Moi, j'ai des amis, notamment des jeunes russes, qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient, par exemple, mis un truc jaune et bleu sur leur costume. Ou ils avaient manifesté avec un panneau avec ça écrit dessus, c'est-à-dire rien. Donc rien, c'est pour anti-guerre. Ou ils avaient utilisé le mot guerre dans une communication Internet. En général, quand ils sont arrêtés, ils sont maintenus en prison quelques jours ou quelques heures, quelquefois on leur casse la gueule, pas toujours, puis libérés, avec une menace de procès, avec un risque de répression qui va de 15 jours à 15 ans. Et dans quelques cas, on a condamné des gens à 15 ou 20 ans, dans d'autres cas à 15 jours, mais on ne sait jamais, on ne sait pas, donc ça crée ça refroidit les ardeurs, quoi. Deuxièmement, on a eu au tout début de la guerre des manifestations assez claires anti-guerre, surtout dans les secteurs intellectuels et libéraux de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Par exemple, des pétitions dans les milieux scientifiques, avec beaucoup de signatures, qui ne donnaient pas de détails, mais qui disaient on est contre cette guerre. Il y a eu donc le type de répression dont je parle, mais surtout, un certain nombre de ces gens des couches intellectuelles, disons, ont quitté la Russie. Combien? Les estimations varient entre 200 000 et 1 million. En tout cas, c'est énorme. Alors, en général, ils quittent la Russie sans dire qu'ils quittent la Russie. On peut sortir de Russie très facilement aujourd'hui. On ne vous empêche pas de sortir. C'est aussi une différence avec la période stalinienne. Et donc vous sortez, mais vous ne dites pas que vous êtes réfugié politique, parce que si vous dites que vous êtes réfugié politique, vous ne pouvez plus rentrer. Vous prenez l'avion pour Ankara, Istanbul ou Belgrade, et puis vous attendez voir ce qui se passe, et puis vous revenez ou pas. Cette opposition libérale-démocrate, disons, qui politiquement ou idéologiquement se veut libérale-démocrate, est totalement coupée, mais alors totalement, de la base populaire des banlieues, des petites villes de province, à un point que vous n'imaginez pas. Il n'y a aucun rapport. Est-ce que ça veut dire que cette base populaire est pour la guerre? Tous les indices qu'on a montrent que si on demande aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre, les gens d'abord, ils se demandent qui c'est qui me demande. Et ils ont des réponses plus que prudentes. Bon. Oui, je fais confiance au gouvernement, enfin ce genre de choses. Mais par contre, on voit des mécanismes systématiques pour essayer de ne pas se trouver embringué dans l'armée. Et d'ailleurs, comme il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la conscription. Donc, en réalité, les Russes ont un problème de recrutement, et en particulier de recrutement de gens qualifiés. Parce que c'est théoriquement sur des bases du volontariat, donc si les gens sont très pauvres, ou on a une surreprésentation des républiques non russes dans l'armée, parce que dans le cœur du pays, il n'y a pas enthousiasme délirant. On ne peut pas s'attendre à une évolution très rapide d'un mouvement anti-guerre russe. En même temps, c'est une des clés de la situation. Parce que comment est-ce qu'on sort d'une histoire pareille? Évidemment, les puissances occidentales ont décidé d'armer l'Ukraine de manière limitée. C'est-à-dire donner les moyens à l'Ukraine de contrer l'invasion. Pas donner des moyens à l'Ukraine d'avoir la parité stratégique avec les Russes. Donc pas de missiles à longue portée, pas d'avions de combat sophistiqués, mais par contre, tout un tas de matériel qui s'avère être très efficace et qui permettent de bloquer l'avance russe. Et même de faire des contre-attaques comme on a vu. Avec non dissimulé de la part des Américains l'espoir que ça va se terminer par une défaite russe, d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est quoi une défaite russe? On va jusqu'où? Pour n'importe quel gouvernement ukrainien aujourd'hui, je dis bien n'importe lequel, dire simplement que la fin de la guerre, ça pourrait être par exemple laisser tomber le Donbass et la Crimée, veut dire que dans l'heure qui suit, ce gouvernement est renversé. Dans l'heure qui suit, c'est impossible. Zelensky l'a dit au début de la guerre, mais maintenant c'est impossible. La logique, c'est on se bat jusqu'au bout. La logique verbale, on verra que peut-être dans quelques mois, ça ne sera plus la même. Mais pour le moment, c'est ça. Et donc, il faut remarquer qu'on n'a pas eu des diatribes anti-russes ultra-violentes et ultra-nationalistes de la part de Zelensky.
Mais Poroshenko, son opposant de droite principal, oui. Et il est candidat au pouvoir pour le remplacer si par hasard il montre un minimum un peu de faiblesse. Donc si on dit aux Ukrainiens c'est le moment de négocier, ils disent non. C'est pas le moment de négocier, on verra quand on aura avancé plus. Côté russe, c'est devenu ambigu depuis quelques jours. Une partie des Russes, y compris Poutine lui-même, laisse entendre que peut-être on pourrait négocier parce que le but de la guerre c'est seulement de Donbass. Il ne parle pas de la Crimée parce que pour lui c'est la Russie. Et une partie des Russes disent mais non, pas du tout, le programme c'est sur le même, il s'agit de dénazifier l'Ukraine. Pour Poutine, se trouver dans une situation où d'une manière ou d'une autre il accepte une défaite, c'est mettre en danger son propre pouvoir en Russie. Et on entend maintenant des voix ultranationalistes d'extrême droite en dehors de Poutine qui commencent à l'attaquer sur le fait qu'il n'en fait pas assez. Ça ne va pas se dénouer rapidement parce que les uns comme les autres espèrent que l'hiver va affaiblir l'autre. Poutine espère que l'hiver va affaiblir les Européens qui vont arrêter de soutenir l'Ukraine, mais les Ukrainiens pensent qu'ils vont mieux résister à l'hiver que les Russes parce qu'ils sont beaucoup plus motivés. Donc, de toute façon, on verra au printemps. Et au printemps, quelle sera la situation? On va savoir. Il faut se rappeler que cette guerre a commencé en 2014. Elle empoisonne la vie de l'Europe depuis 2014, en réalité. Il y a eu des tentatives de solutions qui ont échoué. Il faudra bien trouver des solutions par la suite. Mais, par exemple, solution. On dit, OK, on fait un cessez-le-feu, les troupes d'occupation se retirent, les zones dont elles se retirent sont occupées par des casques bleus, par exemple, et sous l'égide de l'ONU, on organise des élections libres pour permettre aux gens de décider est-ce qu'ils veulent être côté russe ou est-ce qu'ils veulent être côté ukrainien. En Crimée, si un référendum de ce type avait lieu, je pense personnellement que la majorité de la population dirait on veut être russe. Bon, Donbass, c'est pas du tout évident, surtout que la moitié de la population du Donbass n'est plus dans le Donbass. La moitié. Et que donc, alors un quart de la population de Crimée qui est plus en Crimée, hein, mais la moitié de la population du Donbass n'est plus dans le Donbass, et que pour avoir les référendums sérieux, il faut permettre aux réfugiés de rentrer. Ce qui suppose, évidemment, une décroissance des combats considérables. Pas plus de combats du tout, d'ailleurs. Le leader de la République populaire de Donetsk, donc le leader séparatiste de Donetsk, a dit qu'il allait faire un référendum pour demander l'adhésion de sa République à la Russie, comme la Crimée. C'est-à-dire, une fois que c'est la Russie, c'est le territoire sacré, c'est irréversible. Mais ça bloque tout processus de paix à venir. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, à part le départ des Américains du Vietnam, aucun, je dis bien aucun conflit s'est terminé par un traité de paix. Aucun. On a cru qu'il y en avait un sur Israël-Palestine, on a vu ce qu'il en était. Donc, on a un très gros risque d'avoir une pérennisation, parce qu'à un moment, les gens épuisés vont s'arrêter sur les lignes de front qui sont acquises, une pérennisation d'une situation qui va empoisonner l'Europe pour des années. L'Europe et le monde, mais notamment l'Europe. La résultante de tout ça, et ça je pense qu'on va en parler beaucoup, c'est que cette situation, une guerre de haute intensité qui dure, puis une paix qu'on ne voit pas à l'horizon à court terme, crée un climat mondial extrêmement négatif, puisque ça justifie toutes les gesticulations guerrières partout, petites et grandes. Donc on a une course aux armements qui a complètement repris. Elle a repris avant la guerre en Ukraine. Hein. Elle s'est accentuée depuis 2014, mais elle commençait à reprendre avant. Donc maintenant on a un niveau de course aux armements généralisé partout. Pourquoi faire exactement? En plus, on n'arrive pas à en débattre. Donc on a un problème de course aux armements, et on a un problème de imaginaire de guerre qui se développe. Un imaginaire de guerre qui s'articule avec toutes les menaces. C'est-à-dire c'est un imaginaire systématique. Les Danois avaient inventé un mot pour ça, ils appelaient ça la sécuritisation. Tous les problèmes deviennent des problèmes sécuritaires. Et in fine, tous les problèmes sécuritaires deviennent des problèmes militaires, ou militaro-policiers.
cette espèce de logique qui est accentuée par... il y a une guerre, il pourrait y en avoir d'autres, évidemment, avec, on pense tous à un affrontement global, Chine-États-Unis, dans lequel les États-Unis cherchent à nous entraîner, non pas qu'ils ont l'intention de faire la guerre demain aux Chinois, et réciproquement d'ailleurs, les Chinois ont l'intention de faire la guerre demain aux Américains, mais parce que ça leur assure leur hégémonie sur le camp occidental, parce que c'est eux qui ont les armes. Et donc on a un problème de comment défendre les peuples quand il y a des guerres et résister à la sécurisation ou à la militarisation et que l'Ukraine ne serve pas de prétexte à ça. Je vous donne comme exemple le fait que la Russie soit empêtrée en Ukraine aujourd'hui fait que la guerre a redémarré entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et vient de redémarrer entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Le Tadjikistan et le Kirghizistan sont des pays qui sont censés être alliés. On va voir demain des incidents violents entre Grecs et Turcs. Pour le moment, c'est verbal. On a eu des déclarations de guerre, et pas d'autre mot, pas du tout dans la pratique, heureusement, entre Serbes et Albanais, au mois d'août. Et une quasi-déclaration de guerre des Serbes de Bosnie. Là aussi, c'est pas du tout, c'est électoral, en fait, c'est pas pour... Personne n'est parti avec des armes. Mais quand même, ça crée un climat. Et en même temps, évidemment, au Sahel, la situation se dégrade un peu plus tous les jours. Donc, la logique de guerre s'étend. Chaque crise, chaque phénomène a ses racines locales qu'il faut gérer localement. Mais le climat général, et quand je dis le climat, je pense évidemment à la crise climatique qui vient rajouter un énorme problème supplémentaire, fait qu'on est en face d'une situation où la lutte pour la paix va devenir une priorité, mais une priorité compliquée. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire la paix c'est mieux que la guerre. Il s'agit de dire comment on fait par rapport aux guerres concrètes et comment on fait par rapport à la militarisation. Et ça, c'est un vaste débat sur lequel je n'ai pas toutes les réponses, évidemment. Pas mal de responsables politiques français, de gauche ou d'extrême droite d'ailleurs, disent qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Le commandement intégré de l'OTAN n'existe plus depuis 20 ans. Ça ne s'appelle plus comme ça. Récemment, je regardais à la chaîne parlementaire, il y avait un débat de la Commission des Affaires étrangères où Jean-Louis Bourlange, un talentueux député MoDem, expliquait à ses collègues qu'est-ce que c'est l'OTAN. On voyait à la tête des collègues et aux questions qu'ils posaient qu'aucun, je dis bien aucun, n'y connaissait rien. C'est assez fabuleux. C'est la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. L'Assemblée parlementaire, il y a 18 parlementaires français qui y siègent et qui sont censés nous rendre des comptes sur ce que fait l'OTAN. Parce qu'on leur a... Bon, tout le monde s'en fout, je veux dire. Personne ne le sait, personne ne demande jamais des comptes à l'OTAN. Qui pourtant est censée être une organisation qui se réclame de la démocratie, puisqu'elle a une assemblée parlementaire. Moi, je suis tout à fait pour la dissolution de l'OTAN, je précise. Mais le problème avec la question OTAN, c'est que ça sert de rideau. Une fois qu'on a dit on est contre l'OTAN, on croit qu'on a réglé le problème. On n'a rien réglé du tout, rien ne se décide au niveau de l'OTAN. Vous voulez que je vous dise ce que l'OTAN a tiré comme bilan, le bilan officiel de l'OTAN sur son grand succès en Afghanistan. Les opérations en Afghanistan, qui ont duré 20 ans, ont démontré une grande réussite pour la coordination des armées de l'Alliance et pour leur efficacité contre le terrorisme. Et ils ajoutent, peut-être aurait-il fallu tenir un peu plus compte des réalités locales. Ils sont restés 20 ans. Bon. Alors, en réalité, l'OTAN, c'était juste une agence supplétive des États-Unis. En Afghanistan, c'est les États-Unis qui décidaient. Et d'ailleurs, quand ils ne voulaient pas utiliser l'OTAN, ils utilisaient Handling Freedom, qui était sans passer par les canaux OTAN. C'est-à-dire, les 3 quarts des cas, ils discutaient un peu avec les Anglais. Et bon. Les Français ont quitté le dispositif en 2013. Les Français se sont retirés, ils ont gardé simplement des unités pour former des unités de l'armée afghane et de la police afghane. Ils se sont retirés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la stratégie américaine. Et ils ne l'ont pas dit. Personne n'en a parlé. Officiellement, c'était on est trop occupé au Sahel, on ne peut pas tout faire. Mais... Donc, on est aussi coupable, nous, je veux dire, les militants de paix, la gauche, etc., de ne pas s'occuper de qu'est-ce qui se fait à l'OTAN ou en dehors de l'OTAN. L'OTAN, c'est, en fait, c'est supposé être une alliance. C'est pas une alliance du tout, puisque c'est complètement en condition des Américains. C'est une agence
qui fixe des normes, qui fixe des systèmes de commandement, des choses comme ça, qui d'ailleurs sont appliqués depuis 20 ans, si ce n'est pas 30, par les Suédois et les Finlandais et les Autrichiens, les Suisses, les Irlandais. Je parle de pays qui ne sont pas dans l'OTAN, qui, Suède et la Finlande, vont y adhérer, mais ça ne change rien du tout, ça change militairement, ça ne change absolument rien. La France n'a jamais quitté l'OTAN. Moi qui vous parle, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai participé à des manœuvres OTAN. C'était des années après que la France ait soi-disant quitté l'OTAN. Elle a quitté le comité de planification nucléaire. Ça voulait dire que quand dans une guerre imaginaire, on utilisait le nucléaire, le général français représentant la France dans l'état-major de l'OTAN allait à la machine à café. Puis une fois que la guerre nucléaire était terminée, il revenait. En disant qu'il sait qui a gagné, c'est nous, bon, c'est bien. Il faut questionner les politiques réellement mises en œuvre par nos gouvernements, les choix militaires qui sont faits, les choix militaires qui ne sont pas faits, et pas en se drapant derrière, c'est la faute à l'OTAN. En plus, l'OTAN, comme je l'ai dit, l'OTAN ne décide pas tout, l'OTAN ne décide pas grand-chose. C'est pas l'OTAN qui décide de vendre des armes à l'Ukraine. Il y a un comité de coordination pour voir qui siège, qui n'est même pas officiellement une structure de l'OTAN. Parce qu'il n'y a pas que des pays de l'OTAN qui donnent des armes à l'Ukraine. L'OTAN qui permet d'assurer une hégémonie des ventes d'armes américaines aux pays membres de l'OTAN, qui a tendance à étouffer les velléités d'autonomie européenne. Ensuite, c'est vécu par de nombreux pays et de nombreux peuples comme une police d'assurance, notamment des pays d'Europe centrale. On a l'impression, c'est marqué nulle part, hein, mais on a l'impression que si on est dans l'OTAN, on est protégé par le parapluie nucléaire américain. Il n'y a absolument pas un mot du parapluie nucléaire américain dans les textes de l'OTAN. Hein. Mais on a cette impression. D'ailleurs, Poutine a aussi cette impression, puisqu'il se garde bien d'aller chauffer les oreilles des Baltes. Alors, que des Russes, pas seulement Poutine, puissent considérer que l'OTAN est une force agressive, mais je rappelle qu'en 1996, l'OTAN et la Russie ont signé un partenariat pour la paix permanent avec perspective d'adhésion de la Russie à l'OTAN. Qu'en 2002, Poutine était au pouvoir, il a signé de nouveau un texte de collaboration avec l'OTAN. Donc en réalité, la situation en fait actuelle, elle ne remonte pas à très longtemps, elle ne remonte pas à il y a 30 ans, elle remonte à il y a une dizaine d'années. L'a dit très bien un militant de gauche polonais, on ne vous demande pas d'aimer l'OTAN, mais comprenez-nous. Bon, il faut donc proposer d'autres systèmes. Demain, il n'y aura plus d'OTAN, il faut qu'il n'y ait plus d'OTAN, ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu d'OTAN. Dans les années 90, on n'a pas su s'en débarrasser, mais personne n'a essayé. Le personnage politique qui avait fait des déclarations claires sur il faut sortir de l'OTAN, il faut renforcer l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, c'est Solange Fernex, leader des Verts très oublié malheureusement, qui elle avait un discours cohérent. L'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui s'est développée après la chute du mur de Berlin, avait comme mandat de s'occuper des questions de guerre et de paix en Europe. En Europe au sens très large. Pas seulement en Europe, mais en Europe et en Amérique du Nord. Bon. En Europe jusqu'à Vladivostok. Et d'ailleurs, l'OSCE est censé vérifier les cessez-le-feu, par exemple au Donbass, ou bien entre Arménie et Azerbaïdjan. Mais en réalité, personne n'a jamais voulu donner le moindre moyen à l'OSCE. C'est une petite bureaucratie. Comme d'ailleurs, personne ne donne de moyens au Conseil de l'Europe, qui est garant de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est une des bases de la sécurité commune possible. La sécurité, c'est pas seulement l'absence de guerre, c'est construire une vraie sécurité humaine, comme dit l'ONU, une sécurité humaine sur le plan politique, social, économique, environnemental et culturel. Ça, c'est ça la sécurité. Et c'est des sujets qui sont dans le mandat de l'OSCE ou dans le mandat du Conseil de l'Europe. Je fais une parenthèse, mais je vous fais remarquer qu'il y a plusieurs dirigeants de droite européens qui disent qu'il faut sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est ce qui fait le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, je vous rappelle, c'est tous les pays d'Europe, c'est pas simplement l'Union européenne, sauf la Russie qui vient d'en sortir. Parce qu'elle s'est exclue, alors on est sorti. Et la Biélorussie qui est suspendue. Marine Le Pen, Éric Ciotti, le gouvernement britannique actuel disent qu'il n'y a qu'à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire créer l'insécurité juridique en plus de l'insécurité militaire.
il faut renforcer ces institutions et recréer un système de sécurité qui prenne en compte les inquiétudes des différents peuples, non seulement du continent européen, mais aussi de ses voisins méditerranéens. Il faut relancer cette dynamique et la remettre dans le débat public. Demain, la guerre en Ukraine s'arrêtera. Il faut créer un système de sécurité collectif qui doit tenir compte des intérêts russes, qui doit tenir compte des intérêts turcs, je parle des intérêts objectifs, je ne parle pas de Poutine, et qui doit reprendre le fil de la démilitarisation qu'on avait commencé dans les années 90 en respectant ou en étendant les textes déjà existants, traités de l'ONU, qui permettent d'aller dans ce sens. Eh bien, il faut demander à ce que les pays qu'on soutient adhèrent tous à la Cour pénale internationale. Parce que les Américains essaient de saboter systématiquement. Hein. Mais là, l'Europe a son rôle à jouer. Et c'est pas de la rhétorique. J'en parle parce que ce que me racontent mes copains ukrainiens qui sont au front. Faut pas croire que quand vous faites ça, ça n'a pas des effets. Ça crée des effets dans notre hiérarchie. Attention à ce qu'on fait. Les budgets militaires d'Europe occidentale, pendant la guerre froide, ils étaient très supérieurs à ce qu'ils sont, même encore aujourd'hui. Pour une guerre imaginaire. Et les guerres réelles, parce que les pays d'Europe occidentale, certains d'entre eux ont fait des guerres réelles, notamment la France qui n'a à peu près jamais arrêté d'en faire. Mais les budgets qui étaient faits pour le désarmement de la Troisième Guerre mondiale étaient tout à fait considérables. C'est en train de remonter à ce niveau-là aujourd'hui. Partout ça remonte. Bon. Vous les dépensez pourquoi ? Est-ce que vous les dépensez pour des armes ayant un coût absolument hallucinant et une efficacité militaire dans les guerres concrètes tout à fait dubitative, sauf s'il s'agit d'éliminer l'arme équivalente de l'ennemi potentiel, c'est-à-dire des armes de guerre mondiale, pour aller vite, des F-35 ou des Rafales, pour donner des trucs précis, ou bien est-ce qu'il s'agit d'armes qui sont par nature plus défensives, par exemple parce qu'elles sont que de courte portée, ou bien parce que c'est pas des armes, parce que on peut aussi se battre sans armes. Quand on est militant de paix, il ne s'agit pas de dire simplement ah bah les armées, moi il y aura d'armées, mieux c'est. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces armées ? 17% du budget militaire français va à la force nucléaire. L'utilisation de la force nucléaire, dans quelques circonstances que ce soit, c'est un crime contre l'humanité. Est-ce que ces 17% ne pourraient pas être utilisés à autre chose, y compris non militaire ? Juste un mot sur les sanctions. J'ai aucune idée, moi, si les sanctions marchent ou pas. Ce que je sais, c'est que j'ai eu des réactions russes. Par exemple, dans une ville universitaire russe, la fille d'un copain qui était furieuse parce qu'elle avait perdu son boulot parce qu'elle travaillait chez Starbucks. Bon. Ce type de sanctions a impacté fortement une partie de la classe moyenne des grandes villes, qui regarde plus vers l'Occident et qui ont eu l'impression que les sanctions, c'était pour leur gueule à eux. Je ne suis pas sûr que ça soit super efficace. En même temps, ça avait le mérite de se sentir, ça se voyait. Mais dans le fin fond de la campagne, il n'y a pas de Starbucks, ça n'a rien changé du tout. Évidemment, les sanctions ont des effets sur les économies occidentales. Maintenant, on a commencé à faire des sanctions contre la Russie en 2014. Quand c'est qu'il y a eu le débat parlementaire pour en tirer le bilan ? Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'on a tort ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Là, c'est encore pire. Enfin, alors évidemment, on ne peut pas tirer le bilan tout de suite. Il semble que un certain nombre de produits sensibles manquent à l'armée russe, je vais dire soviétique. Justement, l'armée soviétique, ça ne pourrait pas manquer. À l'armée russe, par exemple, en électronique. Sauf qu'ils peuvent se fournir chez les Chinois, chez les Israéliens qui n'appliquent pas les sanctions, et qui vendent de parties, plus tous les moyens de contrebande. On a voulu taper les oligarques, à juste titre, parce que quelque part, c'est les soutiens économiques du régime pour que les oligarques se révoltent contre Poutine, quelque part. Taper les oligarques sans taper les paradis fiscaux, c'est absolument rien faire. Mais taper les paradis fiscaux, c'est se tirer une balle dans le pied pour les gens qui nous dirigent. Et leurs alliés pétromonarques et tout. Donc on n'a pas attaqué les paradis fiscaux, à commencer par les paradis fiscaux qui dépendent de sa gracieuse majesté britannique qui vient de nous quitter. C'est la moitié des paradis fiscaux qui sont sous régime britannique. La moitié. Alors on a saisi un yacht par là, on s'aperçoit qu'il appartient à une société du Costa Rica, alors ça complique. Bon.
Donc ça, tout ça, c'est bidon, ça. Le reste, je ne sais pas. Franchement, on verra dans un an. Le collectif de solidarité Ukraine, qui a été créé par des ONG comme la Ligue des droits de l'homme, le CRID, et qui donne de l'information, en particulier sur ce qui se fait. Vous pouvez aller chercher collectif de solidarité Ukraine, et puis le réseau européen de solidarité Ukraine, qui est beaucoup plus politique, qui a pris position, puisqu'il défend la résistance ukrainienne armée et non armée, donc tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Et il a une priorité qui est soutenir à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi de la Russie, les forces progressistes. Et il a fait une petite brochure, Pourquoi soutenir la résistance ukrainienne, qui est disponible pour la modique somme de 2 €. Et puis je voudrais attirer votre attention sur un cas personnel, mais qui n'est pas que personnel, c'est mon ami Maxime Boudkevitch, qui est prisonnier de guerre. Il a été fait prisonnier, on sait qu'il est détenu par les séparatistes de Louhansk, de Donetsk, on sait qu'il est vivant. Il a été accusé par les médias russes d'être un nazi. C'est un militant antifasciste de toujours. C'est lui qui avait créé No Border Ukraine pour venir au secours des migrants en Ukraine, des migrants non ukrainiens et non russes, des migrants afghans. C'est lui qui a été à l'origine d'une très importante radio libre en Ukraine, et c'est un militant qui se réclame plutôt de la mouvance libertaire, qui s'est fait casser la gueule plusieurs fois par les fascistes ukrainiens d'ailleurs. Et c'est un nazi pour les Russes. Donc comme on a très peur qu'il fasse liquider, plus on en parle, mieux c'est. Alors je vous signale aussi, mais ça c'est pas pour tout de suite, c'est pour probablement janvier prochain, il y a un livre qui va paraître qui sont une partie de mes chroniques subjectives sur la guerre en Ukraine. Je dis ça parce que j'ai commencé à l'écrire devant la gare de Montpellier. Ah bah Et je suis en train de finir, parce qu'il faut que je rende le manuscrit, je suis en train de le finir, donc ça se terminera à Montpellier aussi. Thank you.